Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette troisième séance du cours du droit de travail. Après la définition du cours du droit de travail, l'analyse de ses caractéristiques, de ses conditions de fond et de forme et l'analyse de la période d'essai, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux formes du contrat de travail. Un contrat de travail peut revêtir trois formes, et ce selon les dispositions de l'article 16 du Code du travail qui énonce dans son alinéa 1 que le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée et pour accomplir un travail déterminé. D'abord, le CDI, qui est un contrat du droit commun, c'est-à-dire le contrat le plus répandu. Autrement dit, c'est la forme normale d'embauche qui doit être appliquée, sauf si on a prévu des dispositions particulières. Ensuite, vous avez le CDD, qui ne peut être proposé aux salariés que lorsque l'entreprise se trouve dans certaines situations. Exemple, le remplacement d'un salarié temporairement absent. Et le troisième type du contrat de travail, c'est le contrat pour accomplir un travail déterminé ou ce qu'on appelle le contrat par projet, qui débute le début du projet et prend fin à la fin du projet. Le projet peut avoir comme durée 6 mois, 1 an, 3 ans, 4 ans et même plus. Tandis que dans le contrat CDD, la durée ne doit pas dépasser 12 mois, renouvelable une seule fois dans le secteur non agricole. On va traiter en détail ces deux types de contrats dans les prochaines slides, Inch'Allah. Maintenant, on va se focaliser sur le contrat CDI, qui est considéré par le législateur marocain comme la règle générale, sauf exception où il est permis de conclure un contrat à durée déterminée ou le contrat pour accomplir un travail déterminé. Le contrat à durée indéterminée peut être verbal ou écrit. Comme vous le savez, mes chers étudiants, le contrat du travail n'exige pas l'écrit. L'écrit n'est pas une condition de validité, mais un moyen de preuve. Mais si on a un contrat écrit, le législateur marocain a exigé que cet écrit doit être rédigé en 2 exemplaires. Cet écrit doit porter la signature de l'employeur et du salarié. Cette signature doit être légalisée chez l'autorité compétente. Une copie du contrat doit être remise au salarié. Voyons maintenant un cas pratique qui porte en son sein plusieurs problématiques et qui va nous permettre de comprendre bien ce que je viens de dire. Le cas pratique dit qu'il y a actuellement des sociétés qui annoncent à certains de leurs employés qu'ils sont titularisés. Or, ils ne font que rompre leur contrat d'insertion. Permettez-moi, mes chers étudiants, de vous expliquer le contrat d'insertion du fait qu'il ne fait pas l'objet d'une autre analyse ultérieurement. Le contrat d'insertion, qui est connu dans la pratique par le contrat ANAPEC, est un contrat de stage qui permet aux chercheurs d'emploi d'acquérir la première expérience pour être plus employable et facilement insérable au marché d'emploi. La durée de ce contrat est de 24 mois maximum. Le salaire octroyé via ce type de contrat varie entre 1600 dirhams et 6000 dirhams. Ce contrat exonère les parties des charges sociales telles que la CNSS, etc. Il exonère aussi l'employé des impôts sur les revenus à condition que le candidat soit inscrit plus que 6 mois à l'ANAPEC. L'AMO est prise en charge par l'État. Pour bénéficier du contrat, l'employeur est tenu de recruter via un CDI au moins 60% des personnes ayant accompli le stage. Cela veut dire que si l'employeur recrute 20 salariés via contrat ANAPEC, à l'arrivée du terme du contrat, il doit titulariser au moins 12 salariés parmi les 20. Retournons maintenant à notre cas pratique qui dit qu'il y a actuellement des sociétés qui annoncent à certains de leurs employés qu'ils sont titularisés. Or, ils ne font que rompre leur contrat d'insertion. Les déclarent aux différentes caisses de prévoyance, CNSS, CIMER, mutuelle, mais ne signent aucun contrat à durée indéterminée.
Ces salariés posent certaines questions. Est-ce que ces employés sont immunisés contre le licenciement? Est-ce que ces employés peuvent démissionner sans donner de préavis tant qu'ils ne sont pas soumis à aucun contrat? Je vous rappelle, mes chers étudiants, que le contrat de travail est un contrat consensuel. L'absence d'un contrat écrit de travail formalisé et signé par les deux parties, l'employeur et l'employé, n'enlève en rien à la relation de travail et à son existence juridique. Cette relation peut être prouvée par tous les moyens. Est-ce que ces employés sont immunisés contre le licenciement? La réponse est la suivante. Il faut comprendre que même en cas de signature de contrat de travail, l'employeur demeure libre de rompre la relation du travail selon les dispositions de l'article 34 du Code du travail. Ça veut dire que c'est non. Il lui suffit juste de respecter les dispositions légales applicables dans le cas de licenciement, et particulièrement le préavis et les indemnités de licenciement. Est-ce que, en ce qui concerne la question qui dit est-ce que ces employés peuvent démissionner sans donner de préavis tant qu'ils ne sont pas soumis à aucun contrat? La réponse est non. Et il faut savoir que selon les dispositions de l'article 43 du Code du travail, le préavis est obligatoire, même en l'absence du contrat écrit. Partons maintenant au contenu du contrat de travail. Quel contenu doit-il présenter le CDI? Le CDI, comme le CDD, comme le contrat pour accomplir un travail déterminé, contient certaines clauses. Ces clauses peuvent être d'ordre général ou d'ordre particulier. Donc, les clauses d'ordre général sont l'identification des parties, le nom, prénom, etc., date de naissance, lieu de résidence, etc., date de début du contrat ou de la relation du travail, du fait qu'on est dans un CDI, la fin du contrat n'est pas déterminée. Qualification et fonction, qu'est-ce qu'il va faire ce salarié au sein de l'entreprise? Sa qualification, s'agit-il d'un employé, s'agit-il d'un cadre, un chef de projet, un directeur, un ouvrier, etc. Ses fonctions, les tâches qu'il doit effectuer durant la vie du contrat de travail. La rémunération, c'est la contrepartie du travail effectué. Le lieu du travail, c'est l'adresse où il va travailler. Les heures de travail, il doit respecter les heures légalement prévues par le Code du travail, à savoir 44 heures dans le secteur non agricole et 48 heures dans le secteur agricole. Le repos hebdomadaire, qui doit être au moins un jour par semaine, qui s'étale de minuit à minuit. Les jours fériés tels que le 1er mai, Eid al-Fitr, ou la fête du mouton, les congés annuels, etc., etc. Donc, ce sont des clauses omniprésentes dans tous les contrats de travail. Passons maintenant aux clauses particulières. Il y a aussi dans le contrat de travail, comme je vous le rappelle, des clauses particulières qu'on va évoquer tout de suite, comme la clause de mobilité, la clause de non-concurrence et la clause de dédiformation. Que veut dire une clause de mobilité? La mobilité n'est pas le déplacement. Le déplacement, je vais partir pour faire un travail déterminé, X, une mission déterminée dans un pays, dans un autre pays ou dans une autre zone géographique, mais je vais revenir chez moi. Donc, je ne vais pas changer mon lieu de travail. Tandis que la mobilité, c'est une stipulation par laquelle un salarié accepte à l'avance que son lieu de travail puisse être modifié. Ça veut dire qu'il y a un changement du lieu de travail définitivement. Je travaille actuellement à Meknès, mais j'ai signé une clause de mobilité qui donne le droit à l'employeur de changer mon lieu du travail durant la vie du contrat de travail à Ouarzazate, par exemple.
Le fait que j'ai déjà signé cette clause, je n'ai pas le droit de refuser. Mais à condition que cette clause doit respecter certaines conditions de validité qu'on va voir ensemble. Donc, la clause de mobilité est une stipulation par laquelle un salarié accepte à l'avance que son lieu de travail puisse être modifié et donc d'exercer ses fonctions dans les différents établissements, agences, succursales où l'entreprise déciderait de le muter. Comme je l'ai déjà dit, la clause de mobilité doit être écrite, elle doit être mentionnée dans le contrat de travail et acceptée par l'employé et il doit respecter certaines conditions de validité. Ces conditions sont les suivantes. C'est la précision de la zone géographique d'application, c'est-à-dire que l'employeur doit délimiter la zone précise où une mutation peut être envisagée. Je dis, le jour de l'entretien, on a décidé ensemble qu'il y a une possibilité de muter le salarié dans une autre zone géographique. La zone géographique doit être délimitée. Je veux dire, par exemple, il va travailler à Tanger et à Lrioun, par exemple. Ou il va travailler à Oujda et à Casa. Actuellement, il est recruté, il travaille actuellement à Meknès. Deuxième condition, c'est que l'employeur ne peut étendre unilatéralement la portée d'une clause de mobilité. Cela veut dire que l'employeur n'a pas le droit de changer la zone géographique ou intégrer une autre zone géographique sans avoir l'accord préalable du salarié. Troisième condition, c'est une application loyale. Que veut dire une application loyale? L'application loyale, c'est que l'employeur doit respecter un délai suffisant entre le moment où le salarié est informé de sa mutation et la date effective à laquelle celle-ci intervient. Dernière condition, c'est l'intérêt légitime de l'entreprise. C'est que la clause de mobilité doit être proportionnée au but recherché et indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Autrement dit, on a besoin de ce salarié muté pour développer la nouvelle agence, pour démarrer un nouveau établissement, pour augmenter la production dans un autre pays, etc., etc. On a besoin de ces compétences, de ces capacités pour améliorer la production et pour avoir plus de gains. C'est tout ce qu'on peut dire concernant les clauses de mobilité, la clause de mobilité et les conditions de validité de la dite clause. Ces conditions de validité doivent être tous ensemble, ils doivent se réunir tous ensemble, sinon l'absence d'une de ces conditions rend la mobilité ou la clause de mobilité non valable et par la suite l'employé peut refuser et il ne peut pas être qualifié comme faute grave du fait qu'il n'a pas exigé l'une de ses obligations. Pour bien comprendre la dite clause, je préfère de traiter un cas pratique. Le cas pratique, c'est le suivant. C'est celui d'une assistante de direction assiste personnellement son directeur financier d'une entreprise, bien qu'elle occupe un poste à Rabat, elle est parfois amenée à faire des déplacements à l'étranger. Ce directeur financier étant muté à Fès et souhaitant que son assistante la suive à Fès en bénéficiant d'une prime spéciale. Soit il devra assister à un autre directeur, mais dans la filiale de Tabrekt et non pas dans le siège de la société qui est situé à Riyad. Tout en lui précisant qu'en cas de refus, elle s'expose à un licenciement pour faute grave. La salariée avait de plus signé un avenant à son contrat de travail prévoyant qu'il devrait se soumettre à tout changement susceptible d'intervenir dans l'exécution de son contrat et ce sur simple demande de la direction. Les questions sont suivantes. La salariée peut-elle refuser sa mobilité à Fès? Qu'en est-il de son changement du lieu de travail de Rabat Riyad à Salih Tabrekt, sachant
que toute sa famille habite actuellement à Rabat et que travailler à Tabrekt l'obligerait à passer 2 heures par jour dans les transports alors qu'il se trouve actuellement à 10 minutes de son travail. Que pensez-vous? Est-ce qu'elle a le droit de refuser? Est-ce qu'il est obligé d'accepter sa mobilité à Fès ou le changement de son lieu de travail de Hayriyad à Salih Tabrekt? La réponse aux 10 questions sont prévues par la Cour de cassation qui considère que la décision d'affecter un salarié à une autre ville que sans cette mutation soit prévue dans le contrat révèle de l'abus. Je répète, la Cour de cassation considère que la décision d'affecter un salarié à une autre ville sans que cette mutation soit prévue dans le contrat révèle de l'abus de droit. La salariée peut donc la refuser sans que son refus soit considéré comme une faute grave qui justifie son licenciement. C'est un arrêt numéro 2208 du 24/12/1990. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette décision? C'est que la clause de mobilité doit être mentionnée dans le contrat de travail et acceptée à l'avance par le salarié. Il doit respecter aussi les conditions de validité qu'on a traitées ensemble tout à l'heure. Donc, si la clause n'est pas prévue dans le contrat de travail, le salarié peut refuser cette mutation et il n'a pas le droit d'être licencié. Ça veut dire que l'employeur n'a pas le droit de le licencier, sinon ce licenciement va être qualifié d'abusif et il va avoir ses droits délictuels et ses droits contractuels. Donc, dans notre cas d'espèce, c'est la même chose. Retournons à notre cas d'espèce. Il n'y a pas une mention de la clause de mobilité. On n'a pas dit que son contrat de travail contient une clause de mobilité, mais on a dit que le salarié avait de plus signé un avenant à son contrat de travail, prévoyant qu'il devrait se soumettre à tout changement susceptible d'intervenir dans l'exécution de son contrat, et ce sur simple demande de la direction. Quel changement? S'agit-il de la mobilité? Changement de poste? Donc, ça reste vague. De ce fait, le fait que cet avenant, qu'il n'est pas précis, il n'a pas déterminé, il n'a pas expliqué que veut dire par le changement qui peut intervenir dans l'exécution de son contrat, cette expression rend l'avenant abusif. Donc l'employeur n'a pas le droit d'imposer cet avenant au salarié. Et par la suite, il a le droit de refuser sa mutation à Fès. Qu'en est-il de son changement du lieu de travail de Rabat, Hayriyad à Salih Tabrekt? Là, on ne parle pas d'une mobilité, on parle juste d'un changement des conditions, d'une des conditions du travail. Et le changement des conditions du travail n'oblige pas l'employeur d'avoir un accord préalable du salarié. Il peut l'imposer unilatéralement, mais à condition d'assurer les moyens de transport aux salariés, transport du personnel, où il va lui donner une indemnité mensuelle à la fin de chaque mois comme indemnité de transport. Donc, la salariée n'a pas le droit de refuser le changement du lieu de travail. Il va travailler dorénavant à Tabrekt et non pas à Hayriyad. C'est tout ce qu'on peut dire concernant la clause de mobilité. Passons maintenant à une autre clause qui est la clause de non-concurrence. La clause de non-concurrence est une disposition écrite aussi dans le contrat de travail, dont l'objet est d'interdire explicitement à un ancien salarié, après son départ de l'entreprise, l'exercice ou la création d'une activité professionnelle concurrente qui porte atteinte aux intérêts de son ancien employeur. J'explique.
La clause de mobilité, c'est une clause écrite, comme celle de... plutôt, la clause de non-concurrence, c'est une clause écrite comme la clause de mobilité. Qu'est-ce qu'il dit, cette clause? La clause de mobilité oblige le salarié, après son départ, soit via le licenciement, soit via la démission, soit la retraite, etc., après la rupture du contrat de travail, de son contrat de travail, il n'a pas le droit de travailler chez un concurrent ou de créer son propre projet, sa propre entreprise concurrente. Donc, il n'a pas le droit de créer son entreprise concurrente ou de travailler chez le concurrent. Si ce travail chez le concurrent va causer un dommage aux intérêts de l'employeur, ou si la création de cette société concurrente va causer aussi un dommage à son ancien employeur. Par exemple, je travaille chez l'employeur, j'ai une portefeuille client importante. Quand je vais créer ma propre entreprise, tous les clients avec qui je traite, avec qui je travaille, ils peuvent dévier, peuvent venir chez moi, chez mon nouveau projet, tout en laissant l'ancien employeur. Et cela va causer des dommages à cet employeur. Généralement, cette clause concerne les cadres supérieurs détenant d'une expertise de l'entreprise, des secrets de fabrication d'un produit, une stratégie commerciale, marketing, un portefeuille client important ou tout simplement des méthodes du travail. La clause de non-concurrence comme celle de mobilité doivent respecter certaines conditions de validité, à savoir être limité dans le temps. Ça veut dire que le temps de la clause de mobilité, de la clause de non-concurrence doit être limité. J'impose à mon ancien salarié de ne pas travailler chez le concurrent ou de ne pas créer sa propre société dans la zone géographique de Grand Casablanca, par exemple, mais la durée ne doit pas dépasser 3 ans, dans une durée de 3 ans, de 4 ans, d'un an, etc. Et il doit être aussi limité dans l'espace, la zone géographique. Je détermine la zone géographique où tu n'as pas le droit de travailler chez le concurrent. Dans les autres zones géographiques, tu peux travailler ou tu peux créer ta propre société. Il est lié aussi à la nature de l'activité professionnelle. On a déjà parlé d'un cadre et assimilé d'une personne ayant des secrets professionnels, ayant des méthodes, ayant un portefeuille client, etc., etc. Deuxième condition, c'est prévoir le versement par l'employeur d'une contrepartie financière au salarié, qui doit obligatoirement être versée après la rupture du contrat de travail. Donc, elle doit être dédommagée pour accepter la dite clause. Parce que s'il va avoir une opportunité de travailler à 20 000 dirhams dans la zone de Casablanca, et cette zone va être interdite, n'a pas le droit de travailler chez le concurrent pendant 3 ans ou 4 ans, il ne va pas trouver une autre opportunité à 20 000 dirhams dans les autres zones géographiques. Donc, pour le dédommager un petit peu, il doit avoir une somme d'argent comme un dommage pour accepter la dite clause. Être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Donc, il y a un danger. Et si ce salarié va travailler chez le concurrent, il va causer certainement un dommage à l'ancien employeur. S'il va créer sa propre société, il va absolument créer des dommages ou faire des dommages à son ancien employeur. Donc, si ce n'est pas le cas, il a le droit de travailler chez le concurrent, il a le droit de monter sa propre société sans problème. Cette clause applicable en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, comme je l'ai déjà dit, après la rupture du contrat de travail, cette clause commence à fonctionner. Donc, c'est après la rupture, après le licenciement, après la démission, après la retraite ou n'importe quelle cause. Donc, après la rupture du contrat de travail, cette clause commence ses effets. Comme on a l'habitude de le faire, pour bien comprendre cette clause, on va traiter le cas pratique suivant. Un salarié a signé un contrat de travail exigeant dans son article 11 que le contractant s'engage
pendant 1 an, à partir du présent contrat, la durée de non-concurrence, à s'interdire de travailler, sauf accord express ou écrit de la société, sur le territoire marocain, chez une société concurrente, un client, un fournisseur ou un partenaire de la société fournissant des produits ou services susceptibles de concurrencer ceux de la société. Et à ne pas créer au Maroc, pour son propre compte, une entreprise du même genre, ou y participer directement ou indirectement, même en qualité de commanditaire. À s'interdire de démarcher les clients de la société pour son propre compte ou pour le compte de toute autre société concurrente. La société se réserve toutefois la faculté de libérer à tout moment le contractant de l'interdiction de concurrence. L'application du présent article est limitée géographiquement au territoire du Royaume du Maroc. Que pensez-vous de cette clause? Je vous rappelle, la clause de non-concurrence est une disposition de contrat de travail ou de la convention collective qui interdit au salarié, à l'expiration de son contrat, de créer une entreprise concurrente ou de travailler chez une entreprise concurrente. Cette clause rédigée par écrit. Cet écrit doit être, pour qu'il doit être valable, doit respecter 4 conditions comme on a déjà vu ensemble. Il doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Il doit être limité dans le temps et dans l'espace. Il tient compte des spécificités de l'emploi du salarié. Et il comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière non dérisoire. Concernant notre cas pratique, la clause de non-concurrence de cet employé est bien limitée dans le temps, 1 an, mais au niveau de l'espace, il y a un abus du fait qu'il prévoit son interdiction de travailler sur tout le territoire marocain ou de créer son propre projet sur tout le territoire marocain, ce qui lui rend abusive. Donc, cette clause est abusive. Toute clause abusive est nulle et par la suite, l'employé peut demander l'annulité de cette clause. Il peut refuser l'application de la dite clause et travailler chez le concurrent ou monter sa propre société concurrente. Passons maintenant à la 3e clause, c'est la clause de didiformation. La clause de didiformation est une clause prévoyant l'application d'une pénalité financière à une des parties, dans le cas où celle-ci ne respecterait pas ses engagements. La clause de didiformation en matière du contrat de travail, c'est une clause par laquelle le salarié s'engage à dédommager l'employeur dans le cas où, au terme d'une formation payée ou financée en partie par ce dernier, le salarié démissionnerait pour rejoindre une autre entreprise. La clause de didiformation est valable si elle respecte certaines conditions de validité comme la clause de non-concurrence et la clause de mobilité. Mais avant de voir les conditions de validité de la clause de didiformation, quel est l'intérêt de la dite clause? La clause de didiformation, c'est une clause qui permet à l'employeur de s'assurer de la présence du salarié formé pour une certaine durée ou à défaut d'amortir les frais engagés. La clause de didiformation, c'est une clause qui peut être rédigée après l'accord des parties, l'employeur et l'employé. Et cet accord vise que l'employeur va financer une formation particulière aux salariés. Ça veut dire, dans certains cas, il y a un employé qui est technicien spécialisé. L'entreprise a besoin de participer au marché public et il propose aux salariés
de faire une formation pour avoir la qualification du cadre d'un ingénieur. Parce que pour postuler au marché d'emploi, il faut absolument avoir des cadres au sein de la société. Du fait qu'il n'y a pas un cadre, l'employeur a le droit de choisir un technicien ou un technicien spécialisé pour faire une formation particulière. Cette formation va être payée par l'employé. Mais ce n'est pas une formation qui est obligatoire par une convention collective ou par la loi pour qu'un salarié fait son travail. Donc c'est une formation particulière qui va être payée par les fonds personnels de l'employé. Après la formation, l'employé va devenir un cadre. Il était un employé, maintenant il va devenir un cadre. Plus l'expérience qu'il a accumulée, il va avoir plus de chances au marché d'emploi, avec un salaire très intéressant. Actuellement, en tant que technicien spécialisé, il travaille avec un salaire par exemple de 4000 dirhams. Mais après l'obtention de son diplôme d'ingénieur, plus les expériences qu'il a accumulées durant ces années de travail, il va toucher facilement 12 000, 13 000 et même plus. Donc, après la fin de la formation, l'employeur veut être sûr que l'employé va rester chez lui. Donc, cette clause va permettre à l'employeur de s'assurer de la présence du salarié formé, au moins pour amortir la formation. Il va rester chez lui pendant 3 ans, pendant 1 an, pendant 4 ans, ça dépend de la nature de la formation et de la convention signée par les deux parties. Donc, via cette clause, l'employeur plutôt impose à l'employé de signer, de rester chez lui pendant 3 ans après sa formation. Sinon, s'il veut démissionner avant l'arrivée du terme de 3 ans, il est obligé de payer la totalité de la formation, les frais de la formation que l'employeur a investis. Donc, quel est le contenu de cette clause? La clause doit préciser la date, nature, durée et coût réel de la formation, ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié au cas où il a présenté sa démission avant l'arrivée du terme de 3 ans ou d'1 an ou de 4 ans, la durée qui est prévue dans la clause de déformation. Quels sont les contenus ou les conditions de validité de la clause de déformation? La clause de déformation exige comme condition de validité que l'employeur ait investi au-delà de son obligation légale ou conventionnelle. Ça veut dire que cette formation n'est pas obligatoire pour que l'employé fait son travail. Je vous donne un exemple du centre d'appel. Les centres d'appel, après le recrutement du salarié, ils lui assurent une formation. Cette formation pour qu'il puisse assurer ses tâches et ses fonctions. Donc c'est une formation obligatoire au centre d'appel. Du fait qu'il est obligatoire, ils n'ont pas le droit de signer leurs salariés cette clause de déformation. C'est une formation pour qu'ils puissent intégrer leur poste. La formation particulièrement onéreuse, ça veut dire que c'est l'employeur qui va payer de ses propres fonds cette formation. Deuxième condition, c'est que les indemnités prévues que le salarié doit payer au cas où il a démissionné avant l'arrivée du terme, ces indemnités prévues soient en rapport avec le montant des frais engagés par l'employeur. Donc, le salarié qui veut démissionner avant l'arrivée du terme, il doit payer la totalité de la formation, plus quelques dommages et intérêts à son employeur. Cette clause ne prive pas le salarié de sa faculté de démissionner. Comme je l'ai déjà dit, il a le droit de démissionner, mais s'il veut démissionner, il doit payer la totalité de la formation. La clause de déformation doit faire l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de la formation et qui précise, comme je l'ai déjà dit, la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié.
Passons maintenant au cas pratique pour bien comprendre la dite clause. Le cas pratique dit: je suis en CDI dans une société sous-traitante pour une grosse entreprise aéronautique. Pour assurer mes fonctions, j'ai suivi une formation spécifique dispensée par cette grosse entreprise d'un montant de 15 000 dirhams environ. J'ai signé des formations de 3 ans. Le problème est que mon employeur n'a pas payé cette formation et me certifié que si je démissionne, ma formation lui sera facturée. Ma question est la suivante: peut-on m'imposer un dédit formation qui n'a pas engagé de frais réels à mon employeur? Comme on a vu, le salarié pose la question sur la possibilité d'imposer une clause de dédit formation même si l'employeur n'a pas payé directement cette formation. On a ici 2 points à voir. Le salarié a dit au début que pour assurer mes fonctions, j'ai suivi une formation spécifique dispensée par cette grosse entreprise. Donc je travaille avec un employeur. Cet employeur, je suis en relation contractuelle avec un employeur qui m'a mis à la disposition d'une autre société bénéficiaire. Donc la société bénéficiaire m'a assuré une formation, m'a payé une formation pour que je puisse assurer mes fonctions. C'est ce qu'il veut dire le salarié. Cette formation a coûté environ 15 000 dirhams et il a signé un dédit de formation de 3 ans. Avec qui? Il a signé la clause de dédit de formation de 3 ans avec son employeur direct. Donc l'employeur qui lui a mis à la disposition de la société bénéficiaire. Qui a payé la formation? La société bénéficiaire et non pas son employeur direct. Donc, premièrement, la formation n'était pas payée par l'employeur, alors que parmi les conditions, c'est que cette formation doit être payée par l'employeur. L'employeur a investi au-delà de son obligation légale ou conventionnelle. C'est l'employeur qui a payé les frais de la dite formation. Ça, c'est d'une part. On a dit aussi que cette formation n'est pas, pour qu'il exige une clause de dédit formation, la formation ne doit pas être obligatoire, soit légalement, soit conventionnellement. Donc, ici, qu'est-ce qu'il dit le salarié? Le salarié nous dit que pour assurer mes fonctions, j'ai suivi une formation spécifique pour assurer mes fonctions. Donc, c'est une formation obligatoire. Obligatoire. Donc, pour que je puisse assurer mes fonctions, je dois faire cette formation. Cela ne nécessite pas une clause de dédit formation. Donc, cette clause de dédit formation n'est pas valable. Et l'employeur, ou l'employé plutôt, il a le droit de démissionner à tout moment sans payer aucun sou à son nom. Notre séance touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous la séance prochaine, Inch'Allah. À bientôt.